Des groupes communautaires souhaitent qu'on accélère la construction de logements sociaux dans la métropole. Ils dénoncent l'inaction de l'administration Coderre dans le dossier. On en parle cette semaine au Bulletin. On discute de la question du logement social avec une responsable du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Aussi à l'émission, après les DVD, jeux vidéo et livres numériques, le prêt d'instruments de musique fait son apparition dans les bibliothèques. On parle de la transformation en profondeur du réseau des bibliothèques de Montréal avec un de ses chefs de division. Et on vous fait découvrir une nouvelle plateforme d'économie de partage montréalaise permettant de commander un souper préparé par un de ses voisins. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le Frappru a lancé en mars dernier la campagne « À Montréal, le logement social, c'est vital ». Leur objectif est de rappeler les besoins criants en matière de logement social et de réclamer des investissements massifs dans le domaine. Alors, pour nous présenter leurs revendications, nous accueillons Marie-Josée Corriveau. Elle est responsable des dossiers montréalais au Frappru. Madame Corriveau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Le Frappru, on vous connaît depuis longtemps. Vous militez en faveur du logement social. Vous avez lancé donc cette campagne-là au printemps dernier. Quels sont les objectifs de cette campagne? C'est une campagne qui a été lancée par les groupes de Montréal parce que le Frappru, c'est un regroupement national. Mais à Montréal, on a une bonne base et les groupes revendiquent un accès plus facile au terrain pour pouvoir accélérer et faciliter le développement de nouveaux logements sociaux. Donc, ce qui est demandé à la Ville de Montréal, c'est d'acheter, de mettre en réserve des sites, des bâtiments, des terrains vacants et de les conserver jusqu'à ce qu'on puisse y développer du logement social ou aussi des projets d'utilité communautaire ou collective. Donc, ça pourrait être, par exemple, des écoles, des centres communautaires. Je vous dirais que ce serait plus des centres communautaires parce que dans le cas des écoles, la Ville et le gouvernement du Québec ont d'autres pouvoirs pour pouvoir exproprier et garder et mettre la main sur des sites pour ce genre d'activité-là. C'est ça. Des réserves foncières. C'est ça. Mais c'est plus, et ça passe par la voie d'expropriation. Mais là, on parle de services communautaires, par exemple des CPE ou effectivement des centres communautaires. C'est un défi à l'heure actuelle de trouver à se loger quand on est un groupe communautaire à Montréal. Voilà. Et justement, comment décririez-vous la situation du logement à Montréal? Est-ce qu'on est en crise du logement, un peu comme on l'était il y a quelques années? Non, on n'est pas dans la même situation qu'au début des années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque de logement comme on a connu au début des années 2000. Par contre, il y a un état critique. Il faut quand même le reconnaître. Le coût du loyer augmente beaucoup plus rapidement que la capacité de payer des ménages locataires. Il faut se rappeler que 2/3 des ménages à Montréal sont locataires, ce qui est probablement une des plus hautes proportions qu'on peut retrouver à l'échelle du Canada entier, et que les revenus de ces ménages-là demeurent extrêmement minces ou très modestes plutôt. Alors qu'on dit que, justement, il y aurait eu une augmentation sur une décennie d'à peu près 40 du prix du loyer à Montréal. Les salaires, évidemment, n'ont pas suivi. N'ont pas suivi. Puis le revenu médian des ménages locataires, là, je parle des revenus de ménage, je ne parle pas des revenus des personnes, c'est autour de 33 000 par année. On comprendra qu'avec un revenu de cet ordre-là, il n'est pas question d'accéder à la propriété privée à Montréal. Donc, le seul recours, c'est de se loger dans un logement locatif. Mais comme le prix des loyers a beaucoup augmenté, surtout du côté des logements pour famille, des trois chambres à coucher et plus, par exemple, c'est extrêmement difficile. Dans le cas des ménages constitués de personnes seules, c'est aussi très difficile parce que c'est le groupe le plus pauvre. C'est essentiellement des gens retraités, des gens qui vivent seuls par définition. Donc, le revenu est beaucoup plus mince que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et c'est beaucoup aussi des ménages sans emploi, des personnes sans emploi. Donc, c'est des gens qui se retrouvent dans des situations critiques. C'est pas pour rien, par exemple, que les groupes qui travaillent au niveau de l'itinérance n'arrêtent pas de réclamer que la Ville agisse avec beaucoup plus de rigueur pour pouvoir protéger le parc de logements, de maisons de chambre, par exemple. OK. Une des problématiques, en tout cas, qu'on avait vécues dans les arrondissements centraux de Montréal au courant des dernières années, c'était la transformation de logements locatifs en condos indivis pour qu'éventuellement, ça devienne du condo divis. C'est ça. Est-ce que ce serait nécessaire d'avoir une nouvelle réglementation qui interdit cette conversion-là, cette transformation-là? Oui, effectivement. Puis c'est une revendication qui est portée pas juste par les groupes de Montréal, mais par l'ensemble des membres du Frappru. Puis donc, c'est pas une situation qui est uniquement dans la métropole? Du tout. C'est quelque chose qui est vécu également dans d'autres
d'autres régions. C'est sûr que dans le marché de la résidentielle est plus effervescent à Montréal qu'il ne l'est à Sherbrooke ou à Trois-Rivières. Donc, c'est sûr que l'enjeu est encore plus criant ici. Mais c'est un problème qui est vécu ailleurs. En fait, dans tous les quartiers centraux des anciennes villes, je dirais, des villes plus anciennes où le parc de terrain ou la disponibilité de terrain est plus difficile. Et donc, les groupes réclament à l'échelle du Québec qu'il y a une législation québécoise à ce chapitre-là pour interdire la conversion des logements locatifs en condos. À une certaine époque, le gouvernement fédéral investissait de façon importante dans le logement social, en collaboration évidemment avec les provinces. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement Trudeau réinvestisse ou s'investisse à nouveau dans le secteur du logement social? C'est une revendication qui est portée par le FRAPRU, là aussi à l'échelle nationale. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral prépare une stratégie canadienne sur le logement. Il est en consultation sur le sujet et on a fait plusieurs représentations pour faire inscrire d'abord le droit au logement comme un fait reconnu et encastré. Dans la Charte. Dans la Charte ou dans un texte à portée, qui peut avoir une portée définitive, là, sur laquelle on peut... législative, oui. C'est ça. Que ce soit une loi ou une politique, mais il faut que ce soit inscrit quelque part. À l'heure actuelle, le logement est considéré comme une marchandise, comme un enjeu de profit. Alors, il faut que ça cesse, il faut que le logement soit reconnu comme un droit. C'est ce que le Canada, a reconnu en signant le Pacte international des droits sociaux, économiques et culturels en 1976. Donc, il faut que ça s'incarne concrètement. D'ailleurs, l'ONU le recommande encore une fois et le demande encore une fois au Canada. Et par ailleurs, effectivement, le gouvernement canadien, à l'heure actuelle, est en train de se désengager par rapport envers les projets coopératifs, sans but lucratif, en fait, toutes les formules de logements sociaux auxquelles il a contribué avant 1994. Il a pris des engagements pour soutenir les ménages à faible revenu. Des engagements à long terme qui viennent à échéance ces années-ci. C'est ça, à l'heure actuelle, et qui, pour les ménages concernés, qui donc perdent ces subventions-là au loyer, ça représente des augmentations de loyer de l'ordre de 200, 300, voire 400 $ par mois, là. Donc, c'est vraiment dramatique. Et jusqu'à présent, la seule réponse d'Ottawa, ça a été de dire on va les prolonger pour 2 ans, jusqu'en 2018. Toutes celles qui devaient venir à échéance depuis le dernier budget jusqu'en 2018, donc il y en a déjà qui sont perdues, mais toutes celles à venir, donc, vont pouvoir être prolongées jusqu'au 31 mars 2018. Mais pour nous, ça ne suffit pas. Il faut que le gouvernement s'engage à maintenir... Il y aura un problème à ce moment-là, au 1er janvier 2019. Tout à fait. En terminant, il nous reste 30 secondes. Vos revendications précises à la Ville de Montréal. Qu'est-ce que vous attendez de l'administration Coderre? D'abord, elle a déjà acheté des terrains pour toutes sortes de considérations. Ces terrains-là devraient être réservés à 100 % que ce soit pour des usages communautaires collectifs, comme mentionné précédemment, ou pour du logement social. Mais c'est pas un peu ambitieux que de demander que 100 % soit accordé à... Non, pas à notre avis, parce que ça a été payé avec des deniers publics. Ça a été payé avec nos taxes, ça a été payé donc par des deniers publics. La Ville de Montréal devrait les réserver exclusivement, mais ça ne suffira pas. Il en manque si on veut être capable de répondre aux besoins. La Ville de Montréal devrait aussi en acheter d'autres, les mettre en réserve, et ça lui coûterait moins cher, et ça coûterait moins cher à tout le monde, parce qu'à l'heure actuelle, si on laisse jouer le marché, le prix n'arrête pas d'augmenter. Donc, le coût du logement social augmente à l'avenant. Donc, le plus tôt l'administration municipale agira, le mieux ce sera. Exactement. D'accord. Bien, je suis certain que ça sera un enjeu, certainement, de la prochaine campagne électorale qui s'en vient dans moins d'1 an. Marie-Josée Corriveau du FRAPRU, merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Plus tard au bulletin, pour les 50 ans du métro de Montréal, on revisite la petite et la grande histoire du métro avec un employé de la STM. Et à notre segment Conseil citoyen, on décortique le CV idéal avec un représentant du Conseil jeunesse-emploi du centre-ville. On parle souvent des besoins criants en logement social à Montréal et ailleurs au Québec, mais quels sont ces besoins précisément? Alors, on en parle avec la journaliste Florence Breton pour le dossier Actualité de la semaine. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, avant de venir aux besoins concrets à l'heure actuelle en matière de logement social, il faudrait définir ce que c'est le logement social parce qu'il y a plusieurs types d'habitations. Oui, ça peut sembler assez large, mais en gros, il y a 3 grandes catégories. Donc, il y a les habitations à loyer modique qu'on connaît plus communément comme HLM. Évidemment, pour des gens qui ont moins de moyens, ça leur permet que leur loyer représente 25 % de leurs revenus. C'est géré par les offices municipaux
niveau d'habitation, mais il y a certains critères pour accéder à un logement comme celui-là. Par exemple, on tient compte de la citoyenneté, du revenu du ménage. Ensuite, il y a les coops d'habitation, donc le principe d'une coopérative comme on le connaît. Donc, les locataires sont collectivement propriétaires. Donc, tout ce qui est entretien du bâtiment, tâches collectives, ça revient au locataire. Le loyer est déterminé en assemblée générale. Et il y a les OSBL d'habitation, donc organismes sans but lucratif d'habitation. C'est pour des gens qui ont des besoins plus spécifiques. Donc, par exemple, des personnes en situation d'itinérance, des personnes âgées qui peuvent recevoir des subventions pour les aider à payer leur loyer. Il y a un soutien communautaire qui peut être offert. Donc, il y a un conseil d'administration qui est formé de locataires, oui, mais aussi d'intervenants du milieu qui peuvent aider là, ces gens-là, finalement. Voilà. Et les différents paliers de gouvernement interviennent de différentes façons en matière de logement social. On le disait tantôt, le gouvernement fédéral le fait peut-être moins qu'à une certaine époque, mais autant le fédéral, le gouvernement du Québec, les municipalités ont leurs responsabilités. Oui, c'est ça. Tant fédéral, provincial que municipal, à leur façon, peuvent aider en termes de logement. Donc, c'est pas une compétence qui est réservée à l'un des paliers. Du côté du fédéral, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui gère ça. Au Québec, c'est la Société d'habitation du Québec, SHQ, qui offre différents programmes, dont le PSL, donc Programme de supplément au loyer, qui permet, là, comme j'en parlais un petit peu tantôt, que pour certaines personnes dans le besoin puissent avoir un loyer qui représente 25 de leurs revenus. Il y a aussi Accès Logis qui a subi des coupes récemment. Semblerait-il que ça a surtout affecté les gens en région. Donc, c'est un programme qui permet de financer la construction de logements sociaux qui ensuite sont gérés par les coops, les OSBL dont je parlais tout à l'heure. Justement, le ministre Martin Coiteux a annoncé une réforme majeure de ce programme-là. Reste à voir ce qui va en ressortir parce que dans les derniers mois, il a mené des consultations dans plusieurs villes du Québec. Alors, reste à voir à quel point, finalement, cette réforme-là sera majeure et comment ça va changer. Voilà, quelles seront les décisions que prendra le ministre des Affaires municipales. Venons-en justement aux besoins. C'est des besoins qui sont criants, qui sont importants à Montréal, mais ailleurs au Québec. Oui, donc si on y va avec quelques données, là, selon le FRAPRU, encore une fois, il y aurait au Canada 1,6 million de ménages qui auraient des besoins criants, justement, en termes de logement, dont 1 million de locataires. Et là, si on parle seulement à Montréal, il y a 25 000 ménages qui sont sur une liste d'attente pour accéder à un HLM. Aussi, au Québec, on sait, le 1er juillet, c'est le festival du déménagement, mais c'est aussi pour certains un moment de se retrouver finalement à la rue. Donc, le 1er juillet dernier, au Québec, il y a 120 ménages qui ont fait affaire à leur office municipal d'habitation parce qu'ils se retrouvaient sans logement. Par contre, il y a certains points positifs. Par exemple, si la tendance se maintient, pour la première fois en 20 ans, il y aurait plus de logements locatifs que de condos mis en chantier cette année. Par contre, ceux qui œuvrent dans ce milieu-là ne s'emballent pas trop parce que le problème, c'est que les loyers de ces logements locatifs-là sont souvent beaucoup trop chers, donc de toute façon inaccessibles pour des gens dans le besoin. Donc voilà, les besoins sont là. Il y a certains groupes qui militent pour plus de logements sociaux et aussi, comme le disait tantôt la représentante du FRAPRU, pour une reconnaissance légale du droit au logement. Oui, exactement. Donc, récemment, il y a une délégation, justement, du FRAPRU qui s'est rendue à Ottawa pour demander au fédéral d'investir massivement dans le logement, d'une part, mais aussi, on veut que le logement soit reconnu comme un droit, donc que ce soit reconnu dans une loi. Et ça, c'est selon une recommandation d'un comité de l'ONU. On veut aussi une stratégie canadienne sur le logement basée sur le logement social, les droits humains. Et il y a des campagnes, justement, par rapport à ça qui se font voir depuis quelques années. Depuis 2014, il y a la campagne Le logement, un droit. Donc, évidemment, comme je le disais, on veut que ce soit reconnu comme un droit. Puis, plus localement, à Montréal, le logement, c'est vital. On en parlait un petit peu plus tôt avec le FRAPRU. Donc, on estime qu'il y a plusieurs bâtiments, des terrains qui seraient accessibles pour du logement social. Donc, on demande à la Ville à ce qu'il y ait du logement social qui soit mis à cet endroit-là parce qu'il y aurait plusieurs endroits pour le faire. Et bien finalement, on parle du logement social comme évidemment pour le loger des gens dans le besoin, mais les fervents de l'économie sociale disent que non seulement ça pourrait aider ces personnes-là, mais que ce serait bon pour l'économie du Québec parce que selon une étude qui a été menée sur les impacts des activités de la SHQ, donc Société d'habitation du Québec dont je parlais tantôt, chaque dollar investi dans l'habitation communautaire, ça représente 2,30 $ en retombées réelles pour l'économie du Québec. Alors, ça peut être à méditer. Donc, c'est un rapport au plus que 1 pour 2 là, pour l'investissement qui est mis. Donc, voilà. Florence Breton, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Alors, le mois d'octobre a été riche en événements de toutes sortes dans la métropole, des manifestations contre le règlement sur les pitbulls jusqu'à la marche des zombies à la veille de l'Halloween. Alors, on vous présente aujourd'hui notre première revue en images du dernier mois, préparée par Aimé Lemieux. Le 5 octobre, au centre-ville, des chauffeurs de taxi montréalais ont manifesté pour protester contre le projet pilote permettant à Uber d'offrir ses services légalement. Les chauffeurs ont perturbé la circulation dans un quadrilatère formé par la rue Saint-Antoine, le boulevard de Maisonneuve, la rue Peel et le boulevard Saint-Laurent. Fin septembre, les conseillers de l'Hôtel de Ville de Montréal ont adopté en majorité le règlement controversé sur le contrôle des animaux, plus particulièrement sur les chiens de type pitbull. Pour contester l'adoption du règlement, des citoyens ont publié quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux des vidéos avec le mot-clic NoBSL, c'est-à-dire No Breed Specific Legislation. En français, non à une législation concernant une race de chien. Le phénomène des clowns sinistres s'est répandu aux États-Unis, en Europe et même ici à Montréal. La pratique consiste à surprendre des individus pour leur faire peur. Le premier ministre français Manuel Valls était à Montréal à la mi-octobre pour discuter du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. La présence policière s'explique par le rassemblement de manifestants qui étaient sur place. Le traité de libre-échange est vivement critiqué par les syndicats, les associations et les partis de gauche. Le 14 octobre, le métro de Montréal célébrait ses 50 ans d'activité. Dans le cadre du 50e, l'Orchestre symphonique de Montréal a créé 2 œuvres originales inspirées du monde souterrain montréalais. Le 15 octobre, plus d'1 millier de personnes ont marché dans les rues de Montréal pour réclamer une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Visé par des allégations d'agression sexuelle, le député Jerry Sklavounos s'est fait montrer la porte du caucus libéral. À son bureau dans le nord de Montréal, quelques jours après l'événement, la porte est barrée. Dans les médias, on indique alors que Jerry Sklavounos est en congé de maladie. C'est maintenant l'heure de la revue de presse avec Aimé Lemieux. Bonjour Aimé. Bonjour. Alors, on débute dans l'informateur de Rivière-des-Prairies. On vient d'ailleurs de parler dans les dernières minutes de HLM. Eh bien, il y a près de 12 000 jeunes de moins de 25 ans qui habitent les HLM de la métropole. Et il y a plusieurs d'entre eux qui ont décidé de lancer un blog qui s'appelle Le Rebond. Leur objectif, en fait, c'est de parler, s'exprimer sans retenue, de raconter un quotidien qui est, disons-le, très peu connu de la plupart des Montréalais. Alors, ils ont lancé ce site web-là qui est complètement leur image. Les créateurs du blog viennent des arrondissements de Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Annecy-Cartierville et Hochelaga-Maisonneuve. Ils sont tous des locataires d'un bâtiment géré par l'Office municipal d'habitation de Montréal, donc ils habitent tous dans des HLM. C'est donc une dizaine de jeunes qui alimentent le site à coups de chroniques, de textes poétiques, de chansons, de reportages et de vidéos. Chaque artiste, collaborateur ou rédacteur du Rebond reçoit une rémunération de 50 $ par publication. Donc, une belle initiative et un moyen aussi de faire un peu de sous pour ces jeunes-là. Dans l'Express d'Outremont, Mont-Royal, il y a eu des retards de plusieurs mois quand même dans les travaux de rénovation de l'aréna du Centre communautaire intergénérationnel d'Outremont, mais ce sera finalement prêt au mois de décembre. La cure de rajeunissement de l'installation sportive s'est faite au coût de 9 millions de $ et a récemment été complétée. L'arrondissement va tester la salle rénovée au courant des prochaines semaines. Et si la série de tests est concluante, une date de réouverture officielle va être fixée. Pour le moment, Outremont vise le début du mois de décembre comme date de réouverture. La fin du chantier de l'aréna était initialement prévue pour le mois d'août, mais a finalement été repoussée de 3 mois en raison de l'état de la dalle réfrigérée qui n'était pas à niveau. On nous a laissé savoir ça. Et on rappelle que l'aréna est fermée aux patineurs depuis le début des travaux en septembre 2015. Donc voilà, ce sera juste à temps, souhaitons-le, pour le temps des fêtes. Dans le courrier d'Onsic et Bordeaux-Cartierville, on parle des pollués de Montréal-Trudeau qu'on a reçus ici à l'émission il y a quelques semaines. C'est un groupe de citoyens qui luttent contre le bruit des avions et ils sont très critiques envers le bilan de la première année de mandat de la députée libérale de Onsic-Cartierville et ministre du patrimoine, Mélanie Joly. Les pollués de Montréal-Trudeau reprochent en fait à Mélanie Joly d'avoir dissimulé le dossier de pollution sonore généré par les avions, alors qu'elle leur avait promis de prendre en charge personnellement ce dossier-là. Le président des pollués de Montréal-Trudeau rappelle dans une lettre que Mme Joly avait adressé un mot au ministre des Transports, Marc Garneau, pour lui demander les données officielles à propos de la pollution sonore. Les pollués relèvent qu'ils n'ont jamais reçu ces données-là et qu'ils n'ont jamais pu aussi parler au ministre des Transports, Marc Garneau. Bref, ils disent que leur dossier stagne. Ils soulignent que leurs demandes n'ont connu aucune évolution au courant des derniers mois.
On s'en va maintenant dans le progrès de Villeray-Saint-Michel Parc Extension où on s'intéresse à l'arrondissement voisin, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Une première à Montréal, l'arrondissement veut encourager la participation de ses citoyens au processus démocratique en créant des comités citoyens. Ces comités-là, dit le maire de l'arrondissement, vont être permanents et seront constitués sur une base tout à fait volontaire. Ils vont donner la chance aux citoyens de prendre des décisions sur les enjeux de proximité, ce qui inclut la culture, les sports, les activités de la voirie et le développement social. Donc, quand viendra le temps, par exemple, de refaire une rue, aménager un parc ou aménager un espace public, les comités de quartier seront systématiquement invités à prendre part au processus décisionnel. Les modalités concernant la formation des comités seront connues au début de l'année 2017. Et on termine dans les nouvelles d'Hochelaga Maisonneuve, un investissement majeur dans Hochelaga Maisonneuve, 23 millions de dollars pour la rénovation de la bibliothèque Maisonneuve, près du boulevard Pineuf. Voilà. Alors, on parle d'agrandissement, d'élargissement de la collection, création d'espaces publics qui sont parmi ces changements-là qui seront apportés. À terme, le bâtiment patrimonial, comme tu l'as dit, qui est situé sur la rue Ontario à l'angle du boulevard Pineuf, va être presque 3 fois plus grand que sa grandeur initiale, sa grandeur actuelle. En augmentant la superficie, évidemment, il va avoir un plus grand nombre d'abonnés, mais on va aussi ajouter environ 15 000 documents à la collection actuelle. Un espace d'animation extérieure et un jardin sur le toit seront également aménagés. Et selon l'échéancier actuel, on dit que les travaux seront terminés au début de l'année 2020. Donc, un dossier qu'on suivra au courant des prochaines années. Aimez le mieux, merci et à la semaine prochaine. Merci. Et justement, restez avec nous tout de suite après la pause. On poursuit en parlant du réseau des bibliothèques de Montréal, de leur modernisation et d'un nouveau service qu'ils offrent, le prêt d'instruments de musique. On en parle avec un représentant du réseau des bibliothèques de Montréal. À tout de suite. De retour au bulletin. Pour une première fois au Québec, des bibliothèques publiques offriront le prêt d'instruments de musique. Cette annonce des bibliothèques de Montréal s'inscrit dans une modernisation du réseau des biblios de la métropole. Et le réseau des bibliothèques de Montréal est composé de 45 bibliothèques publiques situées dans les 19 arrondissements de la ville. En 2014, c'est plus de 7 millions d'entrées qui ont été comptabilisées dans l'une ou l'autre des succursales du réseau et c'est près de 12 millions de prêts ou de renouvellements qui ont été enregistrés. Au total, ce sont plus de 4 millions de documents qui sont disponibles dans les bibliothèques de Montréal. Et il faut ajouter à cela la collection de la Bibliothèque centrale de la métropole, qui est intégrée depuis une dizaine d'années à la collection de la Grande Bibliothèque de la rue Berry. Et pour nous expliquer le fonctionnement du prêt d'instruments et les projets de revitalisation des bibliothèques, nous accueillons Olivier Barrette. Il est chef de division des programmes et services aux arrondissements aux bibliothèques de Montréal. Monsieur Barrette, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui a poussé le réseau des bibliothèques de Montréal à offrir du prêt d'instruments de musique dans son réseau? Bien, en fait, on était approché par la financière Sun Life dans le cadre d'un projet canadien qui allait se déployer à Toronto, Vancouver et Montréal au niveau du prêt d'instruments de musique dans les bibliothèques. Alors, lorsqu'on était approché, évidemment, on était très contents parce que c'est un projet qui s'inscrit parfaitement un peu dans notre mission là, de démocratisation d'accès à la culture et au savoir et aux loisirs. Et donc, il y a un financement qui est apporté par la financière Sun Life à ce projet-là. Oui, un financement et un don d'instruments de musique aussi. Et donc, un financement qui va nous permettre là, de déployer ce programme-là dans les bibliothèques. D'accord. Quels instruments de musique peut-on emprunter? Oui, alors c'est une sélection d'instruments. Ça va de la guitare acoustique, guitare classique, ukulélé, mandoline. On a des xylophones, des claviers et des tambours. Donc, voilà. Qu'on peut emprunter et utiliser sur place ou qu'on peut ramener à la maison? On peut ramener à la maison. Tout comme on fait un emprunt de livre, on peut emprunter maintenant un instrument de musique, donc avec un peu les mêmes modalités. On l'emprunte à la maison pour une durée de 3 semaines et s'il n'est pas réservé par un autre usager, on peut le renouveler. Et à l'échéance du prêt, on doit le rapporter à la bibliothèque. Voilà. Et quelles sont les succursales du réseau des bibliothèques de Montréal où on peut se procurer des instruments de musique? Il y a 8 succursales, en fait, qui offrent le prêt d'instruments de musique. Donc, il y a la Maison culturelle et communautaire à Montréal-Nord. Il y a la bibliothèque de la Petite-Patrie, la bibliothèque de Saint-Léonard, la bibliothèque de Verdun, Plateau-Mont-Royal, la bibliothèque du Boisé à Saint-Laurent, la bibliothèque Georges-Vanier dans le sud-ouest et la bibliothèque Saul-Bello à la Chine. Donc voilà, donc répartis un peu partout sur le territoire de la ville. C'est ça l'idée. La sélection a été faite comme ça pour qu'il y ait vraiment une bonne répartition pour que tout le monde puisse avoir accès, là, du moins à proximité.
D'accord. Et il y a eu, les livres numériques, les jeux vidéo, les CD, les DVD, maintenant les instruments de musique. Dans le fond, c'est une certaine forme de modernisation ou, disons, une offre de service plus large de la part des bibliothèques. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis quelques années. Bien, absolument. En fait, les bibliothèques ont comme mission de donner accès au savoir, à la culture, au loisir. Donc, cette mission-là continue dans le temps et elle évolue en fonction des différents supports qui émergent. Les instruments de musique, ça s'inscrit parfaitement là-dedans. Le jeu vidéo, qui est désormais reconnu de plus en plus comme un produit culturel, donc les bibliothèques l'ont intégré, la musique aussi. D'ailleurs, vous avez le réseau des bibliothèques de Montréal a initié, entre autres, le festival Montréal Joue, qui porte, entre autres, sur le jeu vidéo, le jeu de société. Absolument, qui met en valeur le jeu en bibliothèque et donc le jeu sur toutes ses formes aussi, le jeu de société. Donc, de plus en plus, les bibliothèques se collent, disons, à d'autres médiums culturels de cette façon. Quel est l'objectif? C'est d'en faire une espèce de pôle culturel, en quelque sorte? Bien, en quelque sorte, un pôle d'accès à la culture, disons, qui est gratuit pour tous. C'était un peu déjà la base de la mission avec le livre, et là, on l'élargit de plus en plus. Donc, effectivement, la bibliothèque devient un peu le centre d'accès à la culture sous des formes, disons, qui peuvent se prêter, là, ou, voilà. Est-ce que l'espèce d'image qu'on avait des bibliothèques à une certaine époque, il y a quelques décennies, l'endroit un peu sombre, un peu silencieux, avec les petits tiroirs, avec les fiches, tout ça, c'est une époque qui est révolue. On peut maintenant, on peut parler, on peut boire, on peut manger dans une bibliothèque. Ça a vraiment changé. Bien, c'est un changement qui est en train de se produire, effectivement. Se déployer tranquillement dans les bibliothèques, notamment dans les nouvelles bibliothèques. Donc, les aménagements sont pensés en fonction de cette nouvelle vision-là, d'une bibliothèque qui est un lieu dynamique, qui est un lieu animé, qui est un lieu où est-ce que les gens peuvent aller pour apprendre, pour voir une conférence, que les enfants vont pour avoir des animations du livre ou un atelier sur le jeu, justement. Et donc, on va réorganiser un peu nos espaces. On va avoir des salons silencieux maintenant pour, justement, les gens qui veulent la tranquillité. On conserve quand même cet aspect-là, mais la bibliothèque, on la voit plus comme un lieu dynamique. Un lieu qui est vivant. Et d'ailleurs, l'aménagement ou la construction des nouvelles bibliothèques, je pense entre autres à la bibliothèque du Boisé dans l'arrondissement Saint-Laurent, ou la rénovation de bibliothèques comme la bibliothèque Sol Bello, entre autres à la Chine, c'est fait en fonction de ça. Absolument. Donc là, c'est plus facile d'articuler cette vision-là justement dans les bibliothèques, les nouvelles bibliothèques, puisqu'on y a réfléchi. Donc, les espaces permettent une cohabitation des différents usages qu'on veut en faire maintenant. Donc, à la fois, on va avoir une salle multifonctionnelle fermée avec un évier pour faire des bricolages avec les enfants. Et donc, ça ne dérange pas personne dans la bibliothèque non plus. Les autres qui veulent lire tranquillement, qui sont dans le salon silencieux, à Marc Favreau, où est-ce qu'il y a un petit foyer au milieu. Donc, dans la nouvelle bibliothèque dans Rosemont, à la petite batterie. Voilà, c'est ça. Donc, on a vraiment ces espaces-là. On les déploie de façon à pouvoir avoir une bibliothèque du 21e siècle. Voilà. Et si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, c'est peut-être difficile, mais à quoi vont ressembler nos bibliothèques? Peut-être dans la prochaine décennie, en 2025. Mais la bibliothèque va ressembler quand même encore à ce qu'elle ressemble actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un peu de dématérialisation du livre, là, évidemment. On a la bibliothèque numérique maintenant. Donc, moins de livres, peut-être physiquement. C'est ça. Éventuellement, on peut penser qu'il va y avoir peut-être un petit peu moins de livres physiques. Les livres demeure, disons, numérique, mais tout l'aspect médiation du livre, médiation culturelle, apprentissage tout au long de la vie, ces concepts-là demeurent. Ça pourrait aller du club de lecture à l'heure du conte pour les enfants, des choses comme ça. Oui, au club de tricot, avec les rencontres avec les nouveaux arrivants et des gens établis au Québec depuis longtemps. Donc, il y a plusieurs activités qui vont se déployer, qui se déploient déjà, mais donc ça va peut-être être appelé à prendre plus de place dans l'avenir. Donc, on suivra ce déploiement-là au courant des prochaines années. Olivier Barrette, donc chef de division, programmes et services aux arrondissements des bibliothèques de Montréal. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Plus tard au bulletin, on découvre Local Chef, une plateforme Internet qui relie des passionnés de bonne bouffe à des gens prêts à cuisiner pour leurs voisins. Et on décerne notre coup de chapeau de la semaine à une arbitre bénévole de goalball, un sport adapté pour les déficients visuels. Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis la création de ce poste en 1833. Et aujourd'hui, on va à la rencontre d'un maire qui a été pris dans une tempête politique à la suite d'une commission d'enquête sur la collusion et la corruption.
Et ce n'est pas le maire à qui vous pensez probablement. On remonte au début du 20e siècle pour le portrait du 29e maire de Montréal, Louis Payette. Né à Montréal en 1854, Louis Payette a fait des études commerciales auprès des frères des écoles chrétiennes. Dans sa jeunesse, il fait l'apprentissage de la construction domiciliaire en œuvrant avec son père. Plus tard, il s'exila aux États-Unis afin de se perfectionner. Il œuvra entre autres à la construction de chemins de fer et de bâtiments. À son retour au Québec, il occupa pendant plus d'une dizaine d'années le poste de contremaître de chantier. Puis, comme dirigeant de la compagnie Labelle Payette, il contribuera à la construction de nombreux édifices à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Parmi les plus connus, soulignons le Château Frontenac de Québec, son petit frère de Montréal, la gare Vigée, et l'édifice du quotidien La Presse. La vie publique de Louis Payette débuta en 1902, alors qu'il prendra le siège d'échevin du quartier Saint-Louis, dans l'actuel arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il sera entre autres membre de l'influent comité des finances de l'administration municipale. Très près des libéraux, il accéda facilement à la mairie en 1908, en succédant à Henry Archer Eckers. Les réformistes, dont faisait partie l'ancien maire Eckers, n'ont pu se trouver de candidat pour l'élection à la mairie. Le mandat de Louis Payette fut très mouvementé. À la suite de pressions répétées des réformistes, le gouvernement du Québec, alors dirigé par le premier ministre Lemaire Gouin, déclenche une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'administration de la Cité de Montréal. Le rapport, déposé en 1909 et rédigé par le juge Lawrence John Cannon, soutient que la majorité des échevins ont administré la ville de manière à favoriser l'intérêt de leurs parents et amis, au détriment des intérêts généraux des contribuables. Le juge Cannon vise directement la gang des 23 conseillers municipaux dont l'honnêteté est remise en cause. Parmi ceux-ci, on retrouve celui qui deviendra maire de Montréal quelques années plus tard, Médéric Martin. Ce rapport mènera à la tenue d'un référendum en septembre 1909 afin de réformer l'administration municipale. Les contribuables approuveront la modification de la structure du conseil municipal pour réduire le nombre d'élus et créer le bureau des commissaires, qui est l'ancêtre de l'actuel comité exécutif. Et aux élections de février 1910, les réformistes remportent facilement la victoire. Après son passage en politique, Louis Payette retournera à la gestion de ses affaires. Il décédera dans la métropole en 1932, à l'âge de 77 ans. Depuis 1998, la Ville de Montréal rend hommage à celui qui a été le 29e maire de Montréal par une toute petite rue dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, près du parc Champêtre. C'est il y a 50 ans que le maire de l'époque, Jean Drapeau, inaugurait les 20 premières stations du métro de Montréal. 50 ans plus tard, le réseau de 68 stations transporte des centaines de milliers de personnes à chaque jour. Et pour revisiter la petite et la grande histoire de notre métro, j'ai accueilli un passionné de l'histoire du métro, qui est aussi conseiller en affaires publiques à la STM, Benoît Cléroux. Voici l'entrevue que j'ai enregistrée avec lui il y a quelques jours. Monsieur Cléroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Dites-nous, donc, il y a 50 ans, à peu près jour pour jour, on inaugurait le réseau du métro, mais c'est un projet de longue date. Ça faisait plusieurs décennies qu'on parlait d'avoir un métro à Montréal. Oui, lorsque le métro, justement, a été inauguré, et même quelques années plus tôt, quand les travaux avaient débuté, le maire Drapeau avait dit, donc, ça faisait 50 ans qu'on en parlait. Et effectivement, dès les années 1910, il y avait quelques projets de métro à Montréal. Faut préciser qu'il s'agissait surtout de construire des tunnels pour les tramways, parce qu'on sait qu'il y avait énormément de tramways à Montréal, déjà dans les années 1910. C'est plus vers les années 30 et 40 qu'on a véritablement eu l'idée, peut-être, de construire un réseau de métro. Sauf que, comme on dit, les conditions gagnantes n'étaient pas encore réunies financièrement. La crise des années 30, la crise économique, et aussi le fait que le transport collectif était encore l'apanage du privé à l'époque. Donc, c'est seulement en 1950-51 qu'a été créée la Commission de transport de Montréal. Donc, l'ancêtre de l'actuel STM. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'obtention par Montréal de la tenue de l'exposition universelle de 67 qui était vraiment le déclencheur pour le début de la construction du réseau de métro? Bien, pas tout à fait, parce que en fait, les travaux ont débuté début 62, avant que l'on sache que Montréal allait accueillir l'Expo. Donc, il y aurait eu un métro avec ou sans l'Expo. Mais il n'y aurait peut-être pas eu de ligne jaune. Je crois qu'on peut dire, sans se tromper, qu'il n'y aurait pas eu de ligne jaune, de ligne vers Longueuil sans l'Expo 67, du moins pas avant un bon bout de temps. On considère souvent que, bon, le métro, à juste titre, ça s'est fait sous Jean Drapeau, sous le maire Drapeau, mais c'est pas lui que vous considérez comme étant le père du métro de Montréal. C'est qui?
Bien, Drapeau, évidemment, était partout. Drapeau visitait les chantiers. Drapeau faisait la publicité du métro, effectivement. Mais c'était son bras droit. C'était le président du comité exécutif, Lucien Saunier, qui a vraiment insisté pour qu'on construise un métro à Montréal. Il en a fait une condition, d'ailleurs, au maire Drapeau pour se présenter avec lui à l'élection de 1960. Il lui a dit, il faut commencer la construction de métro dans un an et demi après l'élection. Et finalement, il a convaincu justement le maire Drapeau. Enfin, il a peut-être pas même convaincu, il l'a forcé à ce qu'on construise justement là, ce métro à compter là, de 1962. Et une des particularités du métro de Montréal, c'est d'avoir été, dès les tout débuts, un métro qui technologiquement était à l'avant-garde, parce qu'il y a un choix technologique qui était fait, qui était d'avoir un métro sur pneumatique. Exact. Donc, on a pris ce qu'il y avait de plus moderne. En fait, ça faisait seulement quelques années que le métro de Paris utilisait le métro sur pneus, du moins sur sa principale ligne, la ligne 1 à Paris. Alors, si c'était bon pour la plus grosse ligne de métro, une des plus grandes lignes de métro dans le monde, ça l'était sûrement pour Montréal. Et effectivement, ça a permis justement d'avoir un métro sur pneus, le fait d'avoir un profil en cuvette entre les stations, ça nous permet... C'est-à-dire qu'à partir d'une station, voilà, on descend et ensuite de ça, on remonte. Et on remonte, donc on évite là, les utilités publiques et on économise également là, pour ce qui est là, de l'électricité et tout ça, mais surtout, ça a permis également de construire le tunnel sous le fleuve pour la ligne jaune. Sinon, là, comme les gens disent, parfois la station Berry, au lieu d'être à Berry, la correspondance, elle aurait été à l'avenue du Mont-Royal ou je ne sais trop où à cause de la pente là, qui aurait été trop faible. Oui, et justement, la construction du métro, il a fallu creuser des tunnels. C'est particulier, on ne le sait pas, mais il y a quelque chose de spécial qui a été fait avec toute cette terre-là, tout ce remblai-là qui a été creusé. On en a fait des îles. Oui, entre autres. La grande partie, effectivement, du roc là, qui a été extrait des tunnels du métro a servi à construire, du moins à agrandir l'île Sainte-Hélène, qui existait déjà, et de créer là, l'île Notre-Dame. Et bien, ça servait également à d'autres endroits. On s'en était servi également pour remplir des bassins dans le Vieux-Port, et maintenant, on veut les revider à nouveau. Donc, voilà, publics, de toute façon, là, c'est ça, c'est l'histoire qui continue. Voilà. Et par la suite, il y a eu un autre prolongement qui est annoncé début des années 70, prolongement principalement vers l'est avec la ligne verte. Pour les Jeux olympiques? Certainement. On y pensait déjà depuis un bout, puis c'était, je crois, le prolongement qui était le plus payant en matière d'achalandage. Bien, une fois qu'on a su qu'on allait avoir les Jeux, bien, là, la question ne se posait même plus et ça a été mis en branle là, en 71 et ça a ouvert quelques semaines avant le début des Jeux de 76. Et tout s'est fait extrêmement rapidement, sans qu'il y ait nécessairement d'incidents fâcheux ou quoi que ce soit. C'était des prouesses d'ingénierie qui ont été réalisées? Malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents, il faut le dire. Il y a une douzaine d'ouvriers qui sont décédés lors de la construction du réseau initial. Cela dit, on construisait vite, on ne perdait pas de temps pour la planification. Il faut savoir que c'était la Ville de Montréal, pour le réseau initial, qui planifiait, qui construisait et qui payait. Donc, ça simplifie énormément les choses là, pour un projet de cette envergure. Le budget initial là, de 213 millions de dollars a été respecté. Pour les prolongements, bien, malheureusement, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait le gouvernement du Québec également. Il y a eu la création de la communauté urbaine et il y a eu l'inflation, le choc pétrolier, tout ça. Donc, malheureusement, là, ça a été moins agréable que pour le réseau initial. C'est ça. La croissance a été plus au ralenti. Il a fallu attendre la première décennie des années 2000 là, pour avoir des stations à Laval. Si on le compare, en terminant, si on compare notre réseau de métro par rapport à d'autres réseaux dans le monde, ses principales qualités? Bien, c'est une des grandes forces du métro de Montréal, c'est que toutes les stations sont différentes et qu'on y a intégré beaucoup d'œuvres d'art. Et maintenant, en fait, la plupart des métros dans le monde, c'est ce qui se fait. On était parmi les précurseurs. Il y avait le métro de Stockholm, il y avait le métro de Moscou, mais Moscou est dans une classe à part, évidemment. Mais on a été parmi les premiers, justement, à faire en sorte que le métro soit plus qu'un moyen de transport, que ce soit presque un musée, et à tout le moins que les gens soient contents, heureux de prendre le métro quotidiennement. Et c'était tout à l'honneur de Montréal d'avoir pavé la voie à d'autres métros.
Donc, c'est une belle fierté encore 50 ans après son inauguration que le métro de Montréal. D'ailleurs, si nos téléspectateurs veulent avoir plus d'infos sur le métro, son histoire, sur le site stm.info, vous me disiez, il y a une section qui est consacrée au 50e où on peut voir entre autres des vidéos, des photos, c'est ça? Exact. Donc voilà, on ira visiter ça. Benoît Cléroux, vous êtes conseiller en affaires publiques à la STM. Merci d'avoir été là. Merci. Pour nous joindre, écrivez-nous à l'adresse suivante, lebulletin@tcftv.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.tcftv.ca. Un Montréalais a développé une nouvelle formule de cuisine à emporter. Le concept permet à des passionnés de cuisine de préparer le souper pour leurs voisins et, par la même occasion, socialiser et découvrir de nouvelles saveurs. Alors, pour nous parler de cette plateforme d'économie de partage appelée Local Chef, nous recevons son fondateur, Mehdi Fichetali. Monsieur Fichetali, bonjour. Bonjour Louis-Martin. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, dites-nous exactement, qu'est-ce que c'est Local Chef? Dans le fond, Local Chef, c'est tout simplement un concept qui vous permet de commander un menu fait maison, préparé par votre voisin à emporter. Donc, dans le fond, pour le moment, tout se fait au travers d'un groupe Facebook. Le site Internet n'est pas encore actif, mais c'est ça. C'est un projet qui vous permet, comme je vous l'ai dit, de commander un menu emporté préparé par votre voisin. Et concrètement, comment ça fonctionne? Si moi, je suis intéressé à cuisiner pour mes voisins. Alors, comment ça fonctionne? De ce point de vue-là, d'ailleurs, premièrement, on serait ravis que vous puissiez cuisiner un de ces jours un menu. Si jamais vous avez envie de proposer un menu sur la plateforme Local Chef, c'est très simple. Il vous suffit pour ça de faire une demande par courriel. Suite à cette demande, nous, on vous répond et ensuite on vous rencontre pour vous briefer un petit peu sur tout ce que représente l'aventure Local Chef, mais aussi pour vous informer sur toutes les contraintes et les aspects légaux qui sont associés à tout ça. Puis, une fois cette formation effectuée, à partir de là, on peut lancer la machine et à ce moment-là, on vous prend rendez-vous avec l'équipe média qui va venir chez vous, qui va tester votre menu avant de pouvoir le mettre en ligne, parce qu'on veut s'assurer, bien évidemment. Donc, il y a un contrôle de qualité qui est fait par votre équipe pour être certain que ce soit des repas de qualité. Exactement. Que ce soit premièrement des repas de qualité, deuxièmement que ce soit bon, et troisièmement également que ce sont des produits nobles qui sont utilisés, parce que un des objectifs de Local Chef, c'est tout simplement de remettre en avant les produits du terroir québécois. Quand je suis arrivé à Montréal pour étudier, je trouvais ça vraiment dommage qu'on parle de plein de produits à l'étranger. Je prends par exemple l'exemple du fromage, tandis qu'au Québec, il existe une diversité de fromages incroyable et qu'on ne mette pas en avant. Donc, un des objectifs de Local Chef, c'est au travers de notre plateforme de mettre en avant les produits du terroir québécois. Et comment? Tout simplement en développant des partenariats avec les épiceries fines, les épiceries de quartier, les boucheries du quartier, pour essayer de redynamiser la vie de quartier, que ce soit de manière sociale ou de manière économique. Concrètement, pour quelqu'un qui prépare des menus pour les offrir à ses voisins, est-ce qu'il a l'obligation d'utiliser certains produits plutôt que d'autres dans ses recettes? Est-ce qu'il doit obligatoirement aller avec des fromages fins ou il peut prendre des fromages du commerce plus traditionnels? On le pousse fortement à utiliser les produits dans lesquels on a développé des partenariats avec nos partenaires. Donc c'est ça. Le but, c'est vraiment d'offrir un plat de qualité. Et le Local Chef, comprendre personne qui cuisine, le Local Chef tout simplement comprend de lui-même que c'est tout à son avantage d'utiliser ce genre de produit, puisque la personne qui va découvrir son plat sera amenée à revenir commander un plat beaucoup plus, avec une probabilité beaucoup plus grande dans le futur, si jamais les produits utilisés sont des produits nobles. Et pour le client, donc une fois semaine, je n'ai pas envie de me faire à souper. Bon, à ce moment-là, comment on procède? On s'inscrit sur votre page Facebook? Alors pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que Local Chef est encore à l'état de projet. Okay. Il n'y a encore rien d'officiel. Exactement, on est actif. On est actif au travers d'un groupe Facebook que je vous invite d'ailleurs à rejoindre qui s'appelle Local Chef Montréal. Et au travers de ce groupe-là, pour le moment, une à deux fois par semaine, on poste un menu. Bien évidemment, on a effectué tous les contrôles dont je vous ai parlé en amont. On poste un menu et à partir de ce poste-là, la communauté Local Chef commente sur le poste le nombre de commandes qu'ils veulent venir chercher directement dans la cuisine de leurs voisins à la date
et à l'heure indiquée. Il nous reste quelques secondes d'un point de vue légal. Est-ce qu'il y a, dans l'administration municipale ou dans les règlements actuels, des barrières qui vous empêchent de développer votre idée, un peu comme on l'a vu, par exemple, dans le dossier Uber, où c'était vraisemblablement du taxi légal jusqu'à temps qu'il y ait la modification par le ministre des Transports. De votre côté, est-ce que la réglementation, la législation vous permet d'offrir un service comme celui-là? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de ne pas lancer officiellement le projet Local Chef. Donc, vous aurez des vérifications à faire ou des démarches à faire peut-être du côté de la ville pour assouplir certains règlements. Ces vérifications sont en train d'être effectuées par une équipe d'avocats depuis 1 mois et demi, 2 mois. Et les nouvelles sont quand même assez bonnes. Et je vous dirais qu'on se fixe cette contrainte-là avant de se lancer de manière officielle parce qu'on veut bien évidemment être dans le cadre de la loi. D'accord. Bien, vous nous tiendrez au courant des développements. Mehdi Fichtali, donc vous êtes l'initiateur, le fondateur de Local Chef. Merci d'avoir été là. Merci, vous, Martin. Alors, on vous présente maintenant notre agenda culturel de la semaine, préparé par la journaliste Claudia Cruz. Plus d'une vingtaine de tableaux historiques illustrés en images, en paroles et en musique sont présentés jusqu'au 10 avril prochain sur les murs du Vieux-Montréal, dans le cadre du projet Cité Mémoire. C'est à voir dès la tombée de la nuit, 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, visitez le www.montrealenhistoire.com. Dédié aux artisans montréalais, le marché Néné fête ses 5 ans les 19 et 20 novembre prochains. Et pour l'occasion, ils présenteront une multitude de créateurs qui fabriquent localement des jouets, peluches, vêtements et bien plus. C'est un rendez-vous à la gare, situé au 5333 avenue Casgrain. Pour plus de renseignements, allez au www.marchénéné.com. Construite en 1770 et habitée jusqu'en 1987, la maison ancestrale Brignon-dit-Lapierre vous propose de découvrir l'histoire de la demeure ainsi que celle de ses habitants. L'exposition est présentée du jeudi au dimanche de 13h à 17h. La maison est située au 4251 boulevard Gouin-Est dans l'arrondissement Montréal-Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.ville.montréal.qc.ca. Alors, restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause. On vous présentera nos conseils citoyens ainsi que notre coup de chapeau de la semaine. À tout de suite. De retour au bulletin. Quand on est en recherche d'emploi, il y a plusieurs outils dont on a besoin, dont évidemment un curriculum vitae à jour. Mais comment s'assurer que notre CV soit efficace et qu'il atteigne son objectif, c'est-à-dire que vous soyez convoqué en entrevue? On en parle à notre segment Conseil citoyen avec Bourama Keta du Carrefour Jeunesse Emploi, Montréal Centre-Ville. Bonjour Bourama. Bonjour Louis-Martin. Re-bienvenue au bulletin. Alors, quels sont les éléments essentiels qu'on doit retrouver sur notre CV? Quand on fait un CV, on le fait toujours en fonction d'un emploi qu'on vise, donc d'un secteur d'activité. Dans ce cas, il est essentiel que dans le type de CV qu'on va choisir, il y a un certain nombre de rubriques qu'on peut retrouver dans un CV. Par exemple, il y a les rubriques concernant les informations personnelles, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel. On peut faire aussi une rubrique compétences professionnelles, des compétences qu'on a développées dans le cadre de plusieurs secteurs d'activité ou de nos expériences en tant que telles. Il y a aussi des rubriques qui peuvent regrouper tout ce qui est formation, tout ce qui est expérience professionnelle, les distinctions, les prix, donc les implications bénévoles, nos centres d'intérêt et nos réalisations. Mais tout est indépendamment de l'emploi qu'on vise et des secteurs d'activité. Donc, toutes les rubriques peuvent être interchangées dans un CV et toutes les rubriques ne sont pas forcément importantes dans un CV, mais tout dépend de l'emploi qu'on vise. Donc voilà, si on vise un emploi plus dans le secteur du design, du graphisme, on est plus créatif que si on cherche un emploi comme conseiller financier. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner aux téléspectateurs pour qu'on ait un CV qui soit gagnant, qui soit efficace? Pour que le CV soit efficace, il faut que le CV soit fait en fonction de l'offre d'emploi, en fonction d'un poste bien déterminé, en fonction d'un secteur bien déterminé. Parce que quand les recruteurs reçoivent les CV, ils ont des éléments clés souvent à aller chercher. Donc, il est toujours important d'avoir des CV qui répondent à certaines normes, avec certaines composantes. Donc, le CV, il est toujours important qu'il soit dans un cadre où l'emploi postulé correspond à ce qu'on retrouve dans le CV. Et
pour quelqu'un qui cherche un emploi, il est toujours important d'avoir plusieurs CV en fonction du poste, en fonction des objectifs professionnels, pour que le CV soit adapté. Malheureusement, on voit souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche d'emploi avec un seul CV, donc ce n'est pas les attitudes pour que le CV soit gagnant. Donc pour que le CV soit gagnant, il faut que le CV soit concis, qu'il soit adapté à l'offre d'emploi et que le recruteur puisse trouver les éléments qui sont les plus pertinents à aller chercher dans ce cadre. Donc le CV doit être dans un format sur 2 pages, il ne doit pas être trop long, il doit être clair, facilement lisible et il doit être écrit dans un français correct. Et aussi, le CV doit avoir une certaine attirance pour l'employeur parce que l'employeur qui reçoit un CV, il a quoi, 10, 15, 20, 30 secondes maximum à lire le CV. Donc, si le CV est lourd, si le CV a des arguments superflus, donc ça peut être un handicap pour le CV. Donc, il faut que le CV soit vraiment lisible, qu'il soit concis et que l'employeur, en recevant le CV, il puisse trouver les éléments les plus importants à aller chercher pour dire que telle personne a les compétences, a le profil pour le poste en question. Il faut convaincre l'employeur très rapidement, un peu comme du speed dating. On a 15 secondes pour le convaincre. C'est ça. Parce que les employeurs, ils reçoivent un tas énorme de CV. Ils n'ont pas le temps de décortiquer tous les CV. Donc, ils peuvent prendre juste quelques CV et ils prennent juste 15, 20, 30 secondes maximum pour décortiquer les CV. Il faut ressortir du lot à ce moment-là. Très rapidement, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre dans un CV? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de mettre dans un CV. Vous avez raison. Par exemple, tout ce qui est les photos, par exemple, l'état matrimonial, la citoyenneté, par exemple, le numéro d'assurance sociale ou qui étaient des choses qu'on voyait à une certaine époque, on mettait notre numéro d'assurance sociale sur le CV, on ne fait plus ça maintenant. Non, on ne fait pas parce que le numéro d'assurance sociale, quand même, c'est quelque chose d'important qui doit être gardé dans un cadre bien réservé. Donc, il y a ces informations qu'on ne met pas dans un CV et il est important que le CV aussi, il y a tout ce qui est adresse, courriel, LOFOC et puis aussi les messageries en fait, de téléphone aussi doivent être adaptées au monde professionnel. Donc, il est essentiel quand on commence une recherche d'emploi, il est essentiel d'avoir une messagerie qui soit aussi active et que les employeurs tombent sur quelqu'un. Donc, ça nous prend une boîte vocale et une adresse courriel, autre chose que Petite Fleur 42 ou quelque chose du genre. Donc, quelque chose de plus crédible, de plus professionnel. Moi, je ne ferai pas ça. Donc, c'est des conseils que je donnerais. Donc, il faut éviter toutes les adresses courriel loufoques ou des messageries vocales avec de la musique qui donne quand même mal aux oreilles ou qui ne peuvent pas être bien... Voilà, donner une attitude ou démontrer une attitude professionnelle. Oui. Donc, voilà. Bourama Keta, merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant l'heure de notre calendrier communautaire préparé par Claudia Cruz. La mission communautaire Mylan a besoin de bénévoles pour préparer des repas et les servir aux personnes défavorisées. L'implication s'effectue en bloc de 3 heures, une fois par semaine, du mardi au jeudi, en avant-midi. Pour plus d'infos, communiquez avec Trevor Walker au 514-274-3401. La Maison du Père offre des opportunités de bénévolat dans une multitude de domaines, du service alimentaire au café littéraire en passant par divers services de santé. Les horaires sont du matin au soir, tous les jours. Pour en savoir plus, contactez Valérie Asselin au 514-845-0168, poste 245. Afin de réaliser les rêves d'enfants malades, la Fondation Rêves d'enfants a besoin de coups de pouce lors d'événements spéciaux pour effectuer du travail de bureau ou comme coordonnateur. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne sur le site web de la Fondation au www.rêvedenfants.ca. Depuis 16 ans, notre invitée est impliquée auprès de l'Association sportive des aveugles du Québec. Elle est arbitre de goalball, un sport adapté, et tout dernièrement, elle est allée aux Jeux paralympiques de Rio comme arbitre pour le tournoi de goalball. Et on est très heureux de lui décerner notre coup de chapeau de la semaine, Joëlle Boulet. Madame Boulet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi vous vous êtes impliquée avec l'association l'ASAC, l'Association sportive des aveugles? En fait, c'est quand on voit la première fois le goalball, moi j'ai eu la chance de l'avoir parce que à l'époque, je travaillais pour une compétition sportive pour les personnes handicapées. J'ai rencontré le goalball, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment un sport impressionnant. Ça m'a d'abord impressionnée. J'ai rencontré les gens et un peu plus tard, ils ont été l'hôte des championnats canadiens et ils m'ont appelé pour me dire « Hey, viendrais-tu en fin de semaine nous donner un coup de main? » C'était en 2000 et j'y suis toujours. Parce que, d'abord et avant tout, parce que le sport, il est vraiment fantastique. Qu'est-ce que c'est justement le goalball? En fait, ça ressemble à rien parce que ça a été inventé pour les personnes aveugles. Alors, il y a
3 membres par équipe sur le terrain. Ils peuvent être jusqu'à 6 parce qu'on peut faire des substitutions pendant le jeu. Dans le ballon, il y a des cloches parce qu'évidemment, tous les athlètes sont bandés avec un bandeau, évidemment. Donc, qu'ils aient une petite ou une grande, un grand problème visuel, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Exactement. Et là, ils se fient à leur oui pour entendre le ballon et le bloquer. Et s'ils ne le font pas, ça fait un but. Donc, des gens qui n'ont pas d'handicap visuel pourraient aussi jouer à ce sport. Oui, et ça arrive, je dirais, dans des équipes locales, quand on veut compléter une équipe, entre autres, là, il y a des bonnes âmes qui se mettent au goalball pour aider les autres athlètes à se développer. Voilà. Et je le disais tantôt, vous êtes allé aux Jeux paralympiques de Rio comme arbitre. C'était la première fois que vous alliez dans une compétition de ce niveau-là, international? International, non, mais les Jeux paralympiques, les Jeux, c'est ça, oui. Qui est le summum du multisport. Oui, exactement. Ouais. J'avais eu la chance d'aller dans des championnats du monde, dans des qualifications paralympiques, mais jamais aux Jeux paralympiques. Et comment a été l'expérience? C'était vraiment indescriptible, le sentiment qu'on a, et c'est surtout parce qu'il y avait des gens, on avait des spectateurs, et ça fait toute la différence au niveau de l'ambiance, et on le voit dans le jeu des athlètes aussi. Pour nous aussi, c'est vraiment fantastique parce qu'habituellement, même au championnat du monde auquel je suis allée, c'est les délégations des pays qui vont venir voir leur équipe, mais c'est habituellement des petites foules. Mais là, c'était 8000 personnes. Alors, dans les estrades, par partie. Alors, c'était vraiment impressionnant. Des gens qui étaient très contents d'être là, contrairement à ce qu'on a entendu pour les Jeux olympiques. Aux Paralympiques, ils étaient présents et ils ont vraiment été très, très, très enthousiastes. Ils ne connaissaient pas le sport, donc ça faisait des situations cocasses aussi pour nous, les arbitres, mais rien qu'on ne pouvait pas contrôler. Oui. Et c'était vraiment, vraiment indescriptible. Là. Et qu'est-ce que vous apprenez? J'imagine que vous apprenez des choses au contact de ces athlètes-là qui sont aveugles, qui ont un problème visuel? Bien, c'est sûr qu'au niveau des athlètes, souvent, si je me réfère au goalball, souvent on se demande beaucoup il a fait comment pour voir le ballon parce qu'il développe une ouïe vraiment extraordinaire et on a l'impression qu'ils n'ont pas ce bandeau et pourtant ils ne peuvent pas voir. Dans des compétitions internationales comme ça, outre la visière, dessous, ils ont aussi du... un genre de ruban, un scotch tape en quelque sorte. Oui, c'est ça. Là, ils ont moi je dirais des patchs. Oui, des monocles, voilà. Oui, c'est ça, en dessous. Alors, ils peuvent vraiment rien voir. Alors, c'est extraordinaire. Et puis aussi, au jour le jour, la directrice de la SAC est aussi une amie maintenant. Et je la vois se débrouiller tellement... de façon extraordinaire. Elle fait la cuisine. Elle est meilleure cuisinière que moi, d'ailleurs. Et ça, c'est une leçon d'humilité aussi de dire, mon Dieu, si elle peut le faire, je pense que c'est un bel outil d'émancipation que Exactement. Le sport adapté pour les gens qui ont un handicap. Oui, surtout les plus jeunes, parce que la SAC a aussi un programme qui s'appelle « Du sport pour moi » pour les plus jeunes, pour développer leur motricité. Alors, juste apprendre à attraper un ballon, glisser s'ils vont dehors, faire de la glissade, patiner, juste vraiment les trucs de base, les trucs moteurs de base. Alors, ça aide le sport à les développer et à avoir confiance en eux. Et puis, sur un plus haut niveau, évidemment, quand on devient athlète paralympique, c'est sûr que c'est un accomplissement incroyable et c'est pour ça que moi, je suis là pour aider à accomplir ce rêve-là, dans le fond. Et vous avez l'intention de continuer encore dans les prochaines années? Les prochains Jeux paralympiques sont à Tokyo, alors je pense que je vais m'essayer. Ça ne veut pas dire que je vais être choisie, mais je pense que je vais au moins essayer pour les 4 prochaines années. Bien, on vous le souhaite. Joëlle Boulet, merci d'avoir été là et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Merci beaucoup. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Nos journalistes Florence Breton, Aimé Lemieux et Claudia Cruz. Aux caméras, Guillaume Gépilote et André Gingras. Dejala Jolin à l'assistance, Laërcio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.